Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 28 novembre. Toute l'actualité près de chez vous, reportages, interviews, portraits et votre météo à venir. Le voyage du prince souverain à Singapour placé sous le signe de l'innovation, de la croissance, des technologies de pointe et de la lutte contre le réchauffement climatique. Dossier complet dès le début de votre journal où nous recevrons ce soir dans nos studios le ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, pour évoquer la conférence de presse qu'il tenait cet après-midi, sa première en principauté. Nous évoquerons avec lui tous les sujets d'actualité liés à ses nouvelles fonctions, à commencer par la sécurité sous tous ses aspects, puis l'éducation, la culture ou encore le sport, avec nombre de grands rendez-vous sous surveillance, à l'image des soirées football toujours très encadrées, comme hier soir lors du match Monaco-Benfica-Lisbonne en Ligue des Champions, avec au final, sur le terrain, une défaite de l'AS Monaco, 3-2. Nous suivrons également les premiers pas du nouvel entraîneur de la Roca Team, Vassilis Spanoulis, et le déplacement à Dubaï des Impies en rugby à 7. Nous retrouverons ce soir en duplex Thierry Dantez, le vice-président de la Fédération monégasque de rugby. Et direction Singapour, dans le sillage du prince souverain, pour vous amener au cœur de l'innovation durable avec un événement majeur, l'Ocean Innovators Platform, une initiative mondiale dédiée à la préservation des océans. Ce projet ambitieux de la Fondation Prince Albert II réunit chercheurs, entrepreneurs et investisseurs autour d'une vision commune, un avenir où la technologie et la durabilité s'unissent pour protéger nos océans. Un reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Carrefour stratégique de l'Asie, Singapour accueille l'Ocean Innovators Platform, un projet phare dédié à la promotion de solutions durables pour une économie bleue. Cette plateforme, créée pour répondre aux défis pressants liés à la préservation des océans, réunit chercheurs, entrepreneurs et investisseurs autour d'initiatives innovantes. L'objectif est clair, accélérer le développement de technologies et de modèles économiques qui préservent la biodiversité marine, tout en soutenant les économies côtières. La plateforme incarne donc la réponse ambitieuse pour un avenir plus bleu et plus vert. Avec cette plateforme, Océan Innovation, avec le ReOcean Fund, nous essayons d'amener le secteur privé, donc l'industrie, les manières de produire, les manières de consommer, de voyager, nous essayons de les amener à changer. Et l'un des meilleurs vecteurs aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu cynique, mais il ne faut pas se mentir, c'est l'argent, c'est créer de l'emploi, c'est créer de la croissance. Et aujourd'hui, l'économie bleue amène ces signes positifs, au sens où le portefeuille d'investissement, le portefeuille d'entreprises disponible sur ce domaine, l'économie bleue, double tous les 2 ans. Il y a eu plus de 7 milliards investis par des fonds d'investissement en 5 ans dans ce domaine-là. Le ReOcean est le 43e fonds bleu, donc ce fonds d'investissement créé par la Fondation et Monaco Asset Management, pour pousser, pour accélérer le développement à l'échelle internationale. Monaco Asset Management est un acteur clé de la finance en principauté. La société monégasque excelle dans l'art d'allier performance et gestion rigoureuse des risques. Sa vision stratégique privilégie un équilibre entre innovation et prudence. Désormais, l'établissement se tourne résolument vers une économie bleue, mettant l'accent sur des investissements durables et responsables en phase avec des enjeux environnementaux. C'est un domaine dans lequel on croit. La finance se doit d'apporter du soutien à l'économie bleue, à l'économie verte, à aider les investisseurs à entrer dans ce domaine qui n'est pas toujours facile à aborder. C'est une économie qui grandit fortement avec tout type d'investisseurs. Nous, on aime bien chercher des sociétés qui ont une forte croissance, qui ont déjà passé leur test de concept et qui sont en forte croissance internationale. C'est un changement radical qui a été opéré par Monaco Asset Management il y a quelques années. On a lancé des programmes d'investissement à impact il y a déjà plus de 5 ans, donc c'était un tournant pour nous. Ça veut forcément dire d'investir dans des procédés, dans des équipes, mais c'est quelque chose dont on est très fiers et on va continuer à investir dedans. Singapour, déjà connu pour son leadership environnemental en Asie, renforce ainsi son engagement dans la lutte contre le changement climatique et la protection des ressources marines. Et quand Monaco rencontre Singapour, c'est tout un monde d'opportunités qui s'ouvre. La principauté, avec son savoir-faire unique et son attractivité économique, s'installe au cœur de l'Asie pour séduire les investisseurs. Monaco s'impose comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Frédéric Ginta, le délégué interministériel à la transition numérique.
On reçoit ce matin des gens qui sont dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans les transports, dans l'industrie du jeu, qui représentent Singapour, Macao et Hong Kong, dans les médias aussi. Le but de ce matin et de ces rencontres, c'est de faciliter les investissements entre Singapour et Monaco, que ces gens-là investissent chez nous, qu'ils fassent rayonner la marque Monaco en Asie, sur ces 3 endroits, que ça nous ramène davantage de touristes, davantage d'entrepreneurs et aussi éventuellement d'autres résidents. Et cette visite du prince Albert reflète bien les liens étroits entre Monaco et Singapour. Les 2 pays entretiennent des relations dynamiques dans plusieurs domaines clés sur le plan environnemental. Tous 2 collaborent par exemple pour promouvoir la durabilité et lutter contre le changement climatique. Leurs échanges économiques se concentrent sur l'innovation, la finance et les technologies de pointe. Jean-Marc Deromedi, consul de Monaco à Singapour, toujours au micro de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Singapour et Monaco ont cette chose en commun, c'est le pragmatisme quand il s'agit de faire des choses pour leur population. Et donc Singapour et Monaco se retrouvent sur ces sujets, et quand ça profite à Singapour et que ça peut profiter à Monaco, ils participent ensemble. Et donc tout ce qui peut être fait sur ces pays qui sont très loin et très petits, mais tout ce qui peut être fait est fait de bon cœur des 2 côtés. Le développement durable, c'est une priorité pour Monaco, ça tout le monde le sait. C'est une priorité également pour Singapour. Mais ce n'est pas le seul sujet de collaboration. Il y a énormément de choses au niveau diplomatique qui se passent. Et à chaque fois, soit le prince aide, soit Singapour aide le prince. Il y a des discussions au niveau de la finance, au niveau de énormément de sujets. Et c'est ce qui rend la place si attractive. Après la rentrée scolaire, politique et sociale, le nouveau ministre de l'Intérieur, Lionel Beffre, tenait cet après-midi sa première conférence de presse en principauté. Et ce soir, il a choisi Monaco Info pour revenir sur ses premiers pas de conseiller de gouvernement. Bonsoir, monsieur le conseiller. Bonsoir. C'est votre première grande rentrée. Vous êtes arrivé ici en principauté depuis le 5 août maintenant dernier. Premier sentiment pour vous qui avez beaucoup œuvré en France? Écoutez, évidemment, il y a le temps d'adaptation qui est nécessaire parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes difficultés. Il y en a d'autres qui ne sont pas de même nature. Mais j'ai été très bien accueilli ici à Monaco. Et désormais, je suis de plein pied dans mes fonctions depuis d'ailleurs plusieurs mois, puisque dès le début, on a eu la saison estivale qui a amené évidemment son lot habituel de questions et de difficultés éventuelles, et puis aussi de réponses que le gouvernement doit y apporter. Efficacité, bien sûr, toujours, sécurité. Beaucoup d'interventions, vous l'avez noté peut-être cette saison, peut-être en cette saison estivale, de la part des sapeurs-pompiers notamment? Oui, on a noté, et ça c'est d'ailleurs valable encore après la saison estivale, jusqu'au 15 novembre, on a une augmentation importante du nombre d'interventions par rapport à l'année dernière, on est à 4,8%, et il est vraisemblable d'ailleurs que l'année 2024 sera l'année durant laquelle les sapeurs-pompiers auront accompli le plus d'interventions de l'histoire. Ce qui montre que l'augmentation de la population, mais aussi le fait qu'il y ait beaucoup de secours à personne qui soient faits aussi bien sur la voie publique que dans les logements, eh bien, ça occasionne beaucoup de sorties des sapeurs-pompiers. Le nombre de sorties, lui, a augmenté de 8%. Qu'avez-vous noté également de cette saison estivale? C'est le comportement qui est différent des jeunes aussi aujourd'hui. Bien sûr, on va parler des problèmes d'alcoolémie, des problèmes de stupéfiants aussi, et de conduite en voiture, notamment en mobilette ou même en trottinette, qui peuvent être un peu chaotiques par moments, si je peux me permettre. Honnêtement, nous n'avons pas noté d'explosion de tel ou tel fait. En revanche, nous avons la confirmation des difficultés qui sont liées à l'alcoolémie. Les usagers de la route, mais pas seulement les usagers de la route, aussi quelque ivresse publique et manifeste ici ou là. Et puis deuxièmement, les stupéfiants. Et là-dessus, nous serons sans doute amenés dans les prochains mois, sous l'autorité du ministre d'État, à proposer quelques évolutions pour mieux contrôler ces comportements. C'est votre feuille de route, bien sûr, de mieux contrôler à tout niveau, contrôler aussi cette frontière virtuelle aussi? Oui. Nous le faisons, comme vous le savez déjà, aux entrées de Monaco. C'est pour ça. Mais la présence de voie publique est très importante. La présence humaine, la présence aussi par nos systèmes de caméras qui est quand même très performant, qui nous permet d'observer tout ce qui se passe, qui nous permet d'élucider aussi la délinquance de voie publique. Quand il y a un vol, on peut beaucoup plus facilement identifier l'auteur qu'on ne pourrait le faire ailleurs, par l'étroitesse du territoire, mais par tous les moyens qui sont consacrés par le gouvernement à cela.
Et on doit dire que jusqu'à présent, les choses se sont bien déroulées cet été. On reste dans le domaine de la sécurité, si je peux me permettre, monsieur le conseiller, et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus aujourd'hui, plus de surveillance, plus de contrôle. Est-ce qu'il y a aussi plus de prévention à faire auprès des jeunes pour des comportements meilleurs? Il faut préserver le socle qui a bâti la sécurité à Monaco. Mais aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on observe effectivement sur le comportement d'un certain nombre de jeunes, il faut plus de prévention à travers ce qu'on peut faire à l'école, notamment lutter contre le harcèlement scolaire qui, malgré tout, même s'il est à un niveau assez bas, peut exister. Et puis par ailleurs, la prévention se fait à travers aussi le réseau associatif très important qui existe à Monaco. Les 1000 associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou dans d'autres domaines, doivent jouer aussi un rôle pour accompagner ces jeunes dans, au fond, un comportement tout à fait rigoureux et conforme à ce qu'on attend. On est rentré dans le domaine de la rentrée scolaire, justement. Il faut les accompagner, ces jeunes. Vous dites pour l'instant que c'est un phénomène qui est peu ou prou pointé du doigt, mais il y a quand même ce harcèlement qui est latent aujourd'hui. On sent bien qu'il y a une pression sur ces jeunes, avec le domaine du numérique, des réseaux sociaux. Vous voulez relancer peut-être une consultation aussi auprès de ces jeunes? Peut-être travailler au plus près des associations et faire autre chose? Ce qu'on veut surtout, c'est, puisque ça nous est rapporté ici ou là, pouvoir mieux identifier les besoins de la jeunesse en termes d'activités. Bon, aujourd'hui, il y a de nombreuses activités qui sont permises pour les jeunes. Bon, en fonction des âges, évidemment. On a le centre de loisirs Albert II, on a aussi le passeport culture. Oui. On a toute une série d'actions qui sont faites pour les jeunes, mais je souhaite réactiver la commission jeunesse qui était mise en place en 2004, qui a été mise en sommeil finalement en 2011, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on aurait besoin de faire appel à la jeunesse pour mieux identifier justement les activités qu'elle voudrait mettre en place. Et puis il y a deux grands domaines de prédilection aussi, puis les Monégasques l'adorent, et sur Monaco Info on en parle très très souvent, c'est la culture et c'est le sport également. On est au lendemain d'un match de football. Comment ça s'est passé hier soir Je ne parle pas du score et la victoire de Benfica, mais autour, la sécurité pour vous, la circulation, les sorties de stade, tout se passe bien? Oui, alors, hier soir, nous n'avons pas noté d'incident, si ce n'est quelques fumigènes dans la tribune pesage où il y avait des supporters portugais, mais nous avons identifié les auteurs de cela. Et donc on est très attentif à ces fumigènes, c'est pourquoi d'ailleurs on fait des fouilles extrêmement rigoureuse à l'entrée du stade. Et puis quant au score, évidemment, vous y avez fait référence, on ne peut que le déplorer, mais là, bon, on aura des lendemains qui chantent. On espère. On n'oublie pas non plus que l'année prochaine, Monaco sera la capitale mondiale du sport. Oui, capitale mondiale du sport 2025, ça veut dire que nous serons observés par un grand nombre de personnes, mais nous avons pour ça beaucoup d'événements qui plaident pour nous. Il y aura un meeting athlétisme en particulier. N'oublions pas non plus que nous sommes capitale mondiale du sport parce qu'il y a beaucoup d'équipements sportifs et qu'au-delà du sport d'élite qui existe, vous avez cité la Roca Team ou l'AS Monaco. Ou les événements comme un jumping, un Grand Prix de Formule 1 ou le tennis. Exactement. Nous avons aussi par ailleurs tous les équipements nécessaires pour le sport de tout un chacun, quel que soit l'âge. Chacun peut trouver une structure sportive. Capitale mondiale du sport, c'est non seulement parce que nous avons des événements emblématiques connus dans le monde entier, mais parce qu'aussi nous sommes en capacité d'offrir à tous les Monégasques et à tous les résidents des équipements et des structures qui les accueillent. Idem en termes de culture, monsieur le conseiller? Idem en termes de culture, la saison a bien commencé aussi, puisque nous avons eu de très beaux spectacles, que ce soit le concert La Symphonie de Malheur, que ce soit Puccini, La Bohème, ou d'autres d'ailleurs, au Théâtre Princesse Grasse. Et là aussi, elle a commencé d'autant plus qu'a été mise en place la plateforme culture, qui a énormément de vertus pour le grand public d'ailleurs, parce que là, il peut à la fois avoir une vision totale, exhaustive de tout ce qui se passe en matière de culture à Monaco et réserver en ligne aussi ses places. Culture.mc, d'accord. Culture.mc. Ça permet aussi au gouvernement princier d'offrir une vitrine de tout ce qui se fait à Monaco. Et pour les institutions elles-mêmes, que ce soit le théâtre, l'opéra, les ballets ou tout, eh bien, il y a la possibilité de démontrer tout ce qu'ils font. Il y a d'autres chantiers pour vous encore à faire en matière de culture? Peut-être rénover, peut-être faire grandir des choses? Le chantier qui sera important au sens strict d'ailleurs, parce que là c'est plus qu'un chantier intellectuel, c'est aussi un chantier tout court, ce sera la rénovation, la restructuration de la Villa Saubert, puisque là, un grand projet qui a été présenté et qui fera l'objet du budget 2025 qui sera présenté prochainement au Conseil national,
vise à étendre considérablement les surfaces d'exposition. On passerait de moins de 1000 aujourd'hui à plus de 4000. Et ça permettra d'avoir des expositions sans doute plus importantes, de mieux accueillir aussi le public et de mieux faire connaître le musée national de Monaco, le nouveau musée national de Monaco. Avant de se séparer, on arrive à une période qui est toujours particulière, notamment pour vous en tant que ministre de l'Intérieur. Les fêtes de fin d'année, c'est important, il y a une sécurité qui est accrue, il y a une autre façon de voir la vie à Monaco? Les fêtes de fin d'année, comme vous le dites, ça doit être des fêtes. Et donc il faut que la préoccupation de tout un chacun soit centrée sur la fête. Et donc il faut que nous, l'État, le gouvernement et en particulier le département de l'Intérieur puissent favoriser cela à travers une sûreté maximale. Ça veut dire des patrouilles en grand nombre, ça veut dire une attention portée au commerce, et en particulier aux commerces qui sont les plus on l'a vu récemment. Voilà, on l'a vu récemment. À Noël. Ça veut dire une attention portée aussi aux lieux de culte, puisque Noël, n'oublions pas, c'est aussi une fête religieuse. Bien sûr. Et donc il faut que nous soyons attentifs à cet aspect particulier. Culte, bien sûr. Et aussi au spectacle, parce que Noël s'accompagne de spectacles plus nombreux, où sans doute il y a une présence forte. Et donc il faut qu'on puisse faire en sorte que les Monégasques, les résidents, tous ceux qui viennent à ces spectacles soient complètement l'esprit ouvert au spectacle. Et on leur dit, au fond, la sûreté, c'est nous qui nous en occupons. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Un entretien retrouvé quand vous le souhaitez sur notre site et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. 2 jours après son arrivée en principauté pour succéder à Sacha Obradovic, le nouveau coach de la Roca Team, Vassilis Spanoulis, a donné sa première conférence de presse. Il s'est montré plutôt satisfait de ses premiers échanges avec ses nouveaux joueurs et nous a fait part également de son enthousiasme pour la suite de la saison. The roster is really good, you know. I will never come to a team that I don't believe to the players. That's why I came. I believe a lot on them, on their potential, on their talent, on their personality. They are really hard workers in these 2 days. I realized that they work a lot individually and with the team. They come before the practice, 1-2 hours they practice. They want to learn. They ask a lot of things. It will be, you know, it will not be easy for them to adjust to new philosophy in the middle of the season. You know, generally, like philosophy, I don't like to go in the middle of the season to a team because, you know, you don't build the team, you don't build habits, you don't build your philosophy, but it is what it is now. And the guys are very mature and have high IQ to understand what I want and slowly to adjust to the new philosophy. Sport toujours, en football, soirée frustrante pour l'AS Monaco en Ligue des Champions hier. Les hommes d'Adi Hutter ont livré un très bon match, mais s'inclinent en toute fin de rencontre face au Benfica Lisbonne, 3-2. On retrouve Frédéric Elion pour revenir sur ce match. Frédéric, un scénario vraiment cruel pour nos Monégasques. Oui, une première défaite en Ligue des Champions au goût amer, Christophe, dans un match d'une rare intensité et très plaisant à regarder. Monaco a mené 2 fois au score, n'a pas été aidé par certaines décisions arbitrales et a fini par craquer en toute fin de rencontre. En première mi-temps, tout se passe bien, Monaco démarre fort et est récompensé par un but de Ben Seguir dès la 13e, avant que les débats ne s'équilibrent. Le début de seconde période est complètement fou, un poteau pour Mbolo à la 47e, puis l'égalisation de Benfica 60 secondes plus tard, suite à une énorme erreur de Caio Henrique qui profite à Pavlidis. S'ensuivent 2 buts refusés par la VAR, un de chaque côté pour hors-jeu, puis l'expulsion de Singo pour un 2e carton jaune. À 10, Monaco trouve les ressources pour reprendre l'avantage par Magassa à la 67e, avant de craquer en toute fin de rencontre. 2 passes décisives de Di Maria pour Cabral et Amdouni. Benfica renverse l'ASM et l'emporte 3-2. Frustrant pour Monaco qui méritait mieux. On voulait gagner ce match, on avait ce match dans les mains et comme je dis, j'aime pas parler des décisions d'arbitre, mais quand tu donnes 2 jaunes à la 53e minute à nos défenseurs au milieu et quand on voit la première mi-temps, moi personnellement ce que je prends et ce que l'arbitre ne donne pas, je trouve que c'est quand même un peu dur. Après, comme j'ai dit, on a su rester loyal à notre style, on est revenu, on a marqué le 2-1 et après, ouais, comme j'ai dit, il manque un peu de lucidité dans les derniers mètres, mais quand tu cours à 10 contre 12, c'est un peu difficile.
Énormément de frustration. Je pense que voilà, c'était un match où on devait prendre 3 points et malheureusement c'est pas le cas. Donc oui, beaucoup de frustration. Le premier objectif c'est déjà de se qualifier. C'est notre objectif premier et ce sera que du bonus si c'est dans les 8 premiers. Et pour rester dans le top 8, Christophe, Monaco aura fort à faire avec 3 gros matchs à venir. Un déplacement à Arsenal, la réception d'Aston Villa et un dernier choc sur la pelouse de l'Inter Milan. Et dimanche, en championnat, n'oublie pas, le derby du Grand Sud entre Marseille et Monaco à 20h45. Le rugby à 7 est le déplacement de 3 de nos équipes. Les U16 ont enregistré une victoire et 2 défaites chez les jeunes lors d'un tournoi avec des équipes de Dubaï. Pour les plus grands, les choses sérieuses vont débuter dans quelques minutes. On retrouve sur place le vice-président de la Fédération monégasque de rugby, Thierry Dantès. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. La Fédération monégasque de rugby est donc de retour à Dubaï. C'est un peu votre rendez-vous annuel tout de même. Oui, tout à fait. Depuis 2017, on participe à ce fabuleux événement qui est la reprise de la compétition pour les HSBC World Series, où toutes les plus grandes équipes du monde viennent se retrouver dans un site incroyable, en plein désert, un site que l'on connaît bien maintenant. Il y aura donc 2 équipes des Impies cette année. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler comment est née cette formation et ses spécificités? Alors les Impies, c'est une équipe qui a été fondée sous l'impulsion de la présidente de la Fédération monégasque aujourd'hui, la princesse Charlène, qui a souhaité faire évoluer nos joueurs, les mettre au contact de légendes telles que Terry Bourawa ou Colin Sinjera qui ont porté ce maillot afin de les faire progresser, de faire d'eux des joueurs qui soient bien meilleurs. Et cette année, vous avez fait le déplacement avec 3 équipes? Exactement. Cette année, on a 3 équipes. Les Impies qui ont remporté le tournoi l'année dernière sous les yeux du souverain qui était en déplacement à Dubaï et qui avait fait le trajet jusqu'au Sevens pour venir nous encourager. On a également l'équipe développement qui est composée à 50% de joueurs de la Fédération monégasque de rugby, à 50% de joueurs du club. Et puis on a les U16 qui ont délocalisé leur exchange, puisqu'habituellement on allait en Afrique du Sud. Et cette année, donc, ils seront ici sur Dubaï pour un événement qui pour eux est sportif, mais également culturel, puisque durant ce déplacement, on va se rendre à Abu Dhabi. On est accueilli par le club qui participe depuis des années maintenant au tournoi Sainte-Dévote. C'est formateur tout de même pour ces moins de 16 ans de vivre en immersion avec les plus grands, avec les Impies. C'est une expérience qui est incroyable. Ils connaissent de réputation les Impies et tous les joueurs qui ont porté ce maillot. Aujourd'hui, ils sont à leur côté. C'est vraiment une famille qui se forme, où les grands, les internationaux apprennent donc à nos joueurs de la fédération. Mais aujourd'hui, maintenant, ils échangent également énormément avec les U16. Oui, on l'entend, c'est formateur pour ces jeunes. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la relève du rugby monégasque. Est-ce que présenter 3 équipes à Dubaï, c'est bien la preuve de la bonne santé du rugby en principauté? Oui, tout à fait. On a eu la chance et l'opportunité cette année d'envoyer 3 équipes sur ce tournoi de Dubaï. 2 qui participeront donc au Dubai Sevens et nos U16. Mais le rugby à Monaco, c'est aussi le TQO qu'on a accueilli au mois de juin et le 15 de France qui vient régulièrement effectuer sa préparation. On a également le tournoi Sainte-Dévote qui est le plus grand tournoi mondial pour les U12 et qui, on l'espère, deviendra, à l'instar du HSBC, un tournoi regroupant des fédérations qui viennent concourir pour un titre de meilleure équipe mondiale. Et puis Thierry, comment l'oublier, le rugby à 7 a connu, on le sait, un succès populaire avec la France sacrée championne olympique cette année. Exactement, les Jeux Olympiques ont été un grand succès populaire qui a été lancé par le rugby à 7 puisque ça a été la première compétition et la première médaille pour la France avec sous les ordres d'Antoine Dupont qu'on connaît bien, mais également avec Antoine Zegdar qui participait, Antoine qui a participé à ce rugby exchange avec la fondation qui était parti il y a quelques années en Afrique du Sud et on aura la chance de pouvoir venir ici supporter Antoine puisque l'équipe de France reprend la compétition sur ce Dubai Sevens. Petit rappel peut-être, quelle est la spécificité de ce rugby à 7? C'est toujours un sport très spectaculaire en tout cas.
Exactement, le rugby à 7, c'est un sport qui est très spectaculaire, avec un essai toutes les 90 secondes. C'est de la vitesse, de la tactique, c'est un sport qui est basé plus sur l'évitement que sur l'affrontement, tel qu'on peut le voir dans le rugby à 15. C'est vraiment un sport qui est en devenir et qui présente toutes les caractéristiques d'un sport qui se développera pour les télés notamment. Toute dernière question, Thierry Dantès. La compétition débute demain pour les Impies et les Impies Développement. Quelle est l'ambiance en ce moment au sein du groupe? L'ambiance est studieuse, j'ai envie de dire. Tout le monde est très concentré. On a beaucoup d'échanges entre les différentes équipes. On est en train de former une famille et je pense que ça devrait se voir sur le terrain. Merci beaucoup Thierry Dantès d'avoir été avec nous en duplex de Dubaï. Merci à vous. Info pratique d'importance, même si c'est un rappel pour beaucoup. En raison de travaux sur le réseau ferré du samedi 30 novembre, toute la journée, au dimanche 1er décembre, 9h30, la circulation des trains sera totalement interrompue entre Nice et Monaco, adaptée entre Vintimille et Monaco, et normale entre Nice et Cannes. La gare de Monaco-Monte-Carlo est bien sûr très impactée par ces coupures de ligne. Les voyageurs sont invités à se reporter sur les lignes de bus Zou, les 600, 601 et Noctambus. Pour plus d'informations en temps réel, n'hésitez pas à vous rendre sur le site SNCF TER Sud PACA ou encore Info Trafic Grève. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, plusieurs rendez-vous sont organisés, vous le savez, à Monaco, par le Comité des droits des femmes, et ce jusqu'à demain, comme par exemple cette table ronde mardi dernier qui a eu lieu dans la salle d'audience des juridictions suprêmes, avec pour thématique « Comment éclairer les violences dites invisibles dans le droit ?» Parmi les 4 intervenants, je vous propose d'écouter le maître de conférence, Hugo Bellagamba. Les violences invisibles, en fait, on peut les voir de 2 façons. D'abord, c'est des violences que jadis on ne voyait pas dans la société, sur lesquelles la société était complètement aveugle. Souvent d'ailleurs des violences domestiques, parce qu'on disait jadis qu'on n'entrait pas à l'intérieur des familles, on n'entrait pas à l'intérieur des maisons. Mais il y a aussi des violences qui ont été invisibilisées par les institutions, c'est-à-dire des violences qui n'étaient pas prises en compte par les institutions. Et aujourd'hui, ces 2 violences, elles sont éclairées par le droit, elles sont éclairées par l'évolution de la société, par le changement des mœurs. Elles sont devenues justement un enjeu de transformation de la société. Aujourd'hui, on est dans une société qui prend conscience enfin du rôle qu'elle a joué de lutte contre des violences qui jadis étaient invisibles, voire invisibilisées, et qui sont mieux prises en compte aujourd'hui dans toutes les parties de la société, et particulièrement dans le monde de la justice, d'où l'intérêt évidemment incontournable de cette table ronde et de cette semaine sur la lutte contre les violences, contre les discriminations organisée par Madame Cota-Lorda. Et dans cette semaine d'informations concernant l'élimination de la violence à l'égard des femmes, sous l'impulsion de Virginie Atlan, présidente de l'association Nous les Ambitieuses, ce vendredi matin, notez-le bien, 11h au cinéma des Beaux-Arts de l'avenue d'Ostende, la diffusion de la pièce Vivante, d'après des écrits, des lettres et témoignages de femmes, adaptée et mise en scène par Elie Chouraki. L'entrée est gratuite. L'Hôtel des Ventes vous invite ce week-end à participer à une vente aux enchères exceptionnelle de par sa rareté. L'objet de cette vente, une collection privée hors du commun. Plus de détails dans ce reportage de Christinda Petit-Homel, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Une collection privée qui fait honneur à l'art cubain, une première en Europe, constituée au fil du temps par un monégasque, Jean-Pierre Pastor. Ce sont 172 œuvres d'artistes cubains issus de plusieurs générations, des figures pionnières de l'avant-garde aux créateurs contemporains, qui seront mises en vente le samedi 30 novembre à 15h à l'Hôtel des Ventes du quai Antoine Ier. Une vente donc, vous l'aurez compris, exceptionnelle, la collection de toute une vie, un trésor artistique venu tout droit des Caraïbes. Ça représente 30 ans de ma vie à Cuba, parce que je suis arrivé à Cuba en 1994. Et au fur et à mesure, j'ai découvert d'une part l'architecture cubaine, ce qui est quelque chose qui me tient à cœur, mais aussi la peinture cubaine, et c'est à travers la peinture cubaine qu'on voit l'âme du peuple cubain en fait. On va voir une exposition très variée et très diverse, des différentes époques de l'art cubain, après de l'avant-garde jusqu'à l'art contemporain. Des artistes naïfs, des artistes de l'avant-garde cubaine, comme le cas de Mariano Rodriguez, c'est un des grands artistes cubains,
et aussi d'autres artistes qui appartiennent à d'autres périodes importantes, comme Julio Girona. C'est un artiste qui a même participé comme dans l'armée nord-américaine à la Deuxième Guerre mondiale. À Cuba, le métissage a aidé beaucoup. Cuba, c'est un pays formé par des personnes d'Europe, de l'Asie et d'Afrique. Et donc, l'art, c'est très divers. À travers les différentes peintures et différents âges, c'est-à-dire par exemple Mariano qui est l'avant-garde et puis l'art contemporain, on voit l'évolution de la peinture, on voit l'évolution des mentalités, on voit l'évolution de ce qui se passe dans le cœur des Cubains, donc c'est important. Malgré les vicissitudes de la géopolitique, les artistes cubains ont pu survivre et asseoir leur notoriété avec des inspirations diverses. Quels que soient les régimes, l'âme d'un pays et de son peuple s'exprime au travers de ses œuvres. Une collection unique que vous pourrez découvrir jusqu'au 30 novembre dans la galerie de l'Hôtel des Ventes. À quelques semaines de Noël, le Grimaldi Forum a décidé de vous plonger au cœur de ces fêtes de fin d'année. Elf, la comédie musicale qui fait des ravages à Londres, s'est exportée en principauté le temps de quelques jours. Chrisinda Petit-Homel vous plonge dans les coulisses de ce spectacle aux couleurs de Noël. Les images sont signées Alexa Vial. Oh ho ho tout le monde! C'est la comédie musicale de ces fêtes de fin d'année, basée sur le film éponyme de 2003, écrit en 2010 à Broadway. Elf a été joué à Londres pour la première fois en 2015 et depuis, son succès est légendaire. De Broadway à Monaco, l'histoire raconte qu'un soir de Noël, le jeune Buddy Hobbs se glisse par erreur dans le sac du Père Noël. Transporté jusqu'au pôle Nord, il est découvert par le Père Noël qui l'élève comme un lutin. Des années plus tard, Buddy décide de partir pour New York où il y retrouve son père et son frère. Mais ces derniers ne croient pas au Père Noël. Buddy va alors prendre les choses en main et rappeler à sa famille biologique ainsi qu'à toute la ville de New York les vraies valeurs de Noël. Des scènes et des décors à couper le souffle qui vous plongent dans la féerie de Noël. Les musiques sont signées Matthew Sklar et Chad Béguelin. It's a family show, and adults can come on their own and enjoy, and les enfants, they can come as well, but rarely today a whole family enjoy one show. I think it's just very, very fun. It's super fun. Obviously, there is many different versions of the show on Broadway, on West End, and we have made it our own, I think. We are trying to stay true to the original story as much as possible. I think we have adapted the film version a little bit more than the other stage shows in this one. And we just try to have a good time, and I think the audience can feel that, you know, when we make jokes and stuff like that. We love it. How many people on the stage? Well, 22, but including in that we have cirque performers who do aerial and roller skaters, and one very special man who wears a red suit with a white beard. I play Jovi, and she's quite moody, a little bit reserved and sarcastic, you know, and then Buddy is the complete opposite. He's very happy, he's very eccentric, and I think the opposites between them attract, and she likes the fact that she realizes he is real, he's very genuine with a big heart. And she's also very soft inside, she just pretends that she is not. Elf se jouera encore ce vendredi soir à 19h30 dans la salle des Princes du Grimaldi Forum. Alors si vous aussi vous souhaitez replonger en enfance et vivre la féerie de Noël comme si vous étiez à New York, eh bien dépêchez-vous, il reste seulement encore quelques places de disponibles. All right everybody, back to work. On reste dans le domaine de la culture avec cet événement hier soir au marché de la Condamine, une soirée japonaise organisée par la mairie de Monaco. Quelles étaient les activités proposées? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images du Gogomasa. 10 000 km séparent Monaco du Japon, mais le pays du soleil levant, sa culture et ses traditions étaient à découvrir en plein cœur de la principauté, au marché de la Condamine mercredi soir, à l'occasion de la 2e édition de la soirée japonaise organisée par la mairie de Monaco. Il y a des ateliers pour les enfants, origami et calligraphie japonais, et en même temps c'est un petit découvrir la nourriture japonaise aussi.
On est un peu loin, mais c'est petit à petit. On essaie de montrer notre culture. Les fans de culture japonaise ont pu découvrir le travail du chef Okazaki et son art du sushi, ou se laisser tenter par une dégustation de thé matcha ou des traditionnels takoyaki. Tous étaient ravis d'avoir un petit bout de Japon à Monaco. On est très fans, si on peut dire, du Japon. Comme le diraient les gens sur Internet, nous sommes des weebs. Et moi, je suis déjà allé au Japon il y a de cela des années, donc j'avais bien envie en plus de revenir et de pouvoir regoûter à des plats qui est impossible de regoûter réellement, en tout cas dans notre belle Europe. Et non, simplement oui, c'était l'occasion de passer un bon temps avec ma copine. On est passionné par le Japon. Cette année, il y a Osaka, il y a l'exposition universelle. Je viens de savoir qu'il y a justement la poterie que j'allais peut-être m'apprêter à acheter ici en Principauté, que je peux trouver sur place. Donc on m'a donné les coordonnées et tout, et probablement on se rendra là avec nos petits-enfants. La soirée s'est terminée en musique avec un concert et un défilé en tenue traditionnelle japonaise. Ce matin, s'est tenue la traditionnelle réunion de présentation devant les partenaires du 47e Festival international du cirque de Monte-Carlo et du 12e programme des jeunes espoirs, la 12e édition de New Generation. Le festival du cirque se déroulera du 17 au 26 janvier prochain sous le chapiteau de Fontvieille. La météo pour ces prochaines heures, c'est avec vous, Sarah Nkari. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Eh bien, les quelques nuages que nous avons eus cet après-midi devraient se dissiper pour laisser place à un beau soleil demain. Les températures, elles varieront de 9 degrés le matin à 15 degrés l'après-midi. C'est légèrement plus chaud qu'aujourd'hui, d'autant que le vent restera faible. Le temps idéal pour terminer la semaine est bien entamé le week-end qui devrait être tout aussi agréable. Nous y reviendrons plus en détail dans les prochaines éditions. En attendant, notez que ce vendredi 29 novembre, nous fêterons la Saint-Saturnin. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal avec les instantanés du jour et les premières directives du nouvel entraîneur de la Roca Team de basket, le grec Vassilis Spanoulis. Les photos sont signées Stéphane Dana. Demain, c'est Sarah Nkari qui sera avec vous à 19 h pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.